Les EdTech Mondays UMOA sont soutenus par le Centre pour l'enseignement et l'apprentissage innovant de la Fondation Mastercard en partenariat avec Denso. C'est un réel plaisir de vous retrouver pour ce nouvel épisode des EdTech Mondays UMOA, une initiative du Centre pour l'enseignement et l'apprentissage innovant de la Fondation Mastercard. L'objectif ici est d'aborder des conversations pertinentes sur l'utilisation et l'intégration des technologies éducatives dans les systèmes éducatifs de formation et d'apprentissage, le tout en réunissant les personnes au cœur de cet écosystème. Je suis Alexis Lekogo, votre modérateur, au langage des signes, Naomi Kofi Kwaku. Pour ce 8e épisode, le thème est contenu EdTech et éducation aux médias et à l'information. Et pour aborder cette thématique dûment, voici les personnalités qui composent notre panel. Dr Abdoul Alfadia, enseignant-chercheur à l'UNCHK, Université numérique Cheikh Hamidou Kane du Sénégal et coordonnateur national pour le Sénégal du Rocaré, le réseau ouest et centrafricain pour la recherche en éducation. Madame Sundouz Harris, cofondatrice de Néoline, une plateforme qui propose des formations diplômantes en offrant des programmes en ligne de haute qualité. Et M. Basile Niane, fondateur et directeur général de Social Netlink, une plateforme d'information dédiée à l'actualité des startups, des entrepreneurs et de l'économie numérique au Sénégal et en Afrique. La plateforme accompagne également les jeunes dans l'acquisition de compétences numériques. Chers panélistes, je suis heureux de vous recevoir sur ce plateau, mais avant tout, comment allez-vous? Bien. Très bien. Très bien. Bonjour. Docteur Diane, nous allons ouvrir cette discussion avec vous sur les contenus EdTech et l'éducation aux médias et à l'information. En plus de revenir sur l'essentiel de l'initiative Rocaré, pouvez-vous nous en dire davantage sur la place qu'occupe l'éducation aux médias et à l'information dans les pratiques et politiques éducatives dans la région UMOA? Oui, vous savez, aujourd'hui, le monde dans lequel on vit est un monde qui est dominé par les médias et au sein duquel également l'information occupe une place très très importante. Et par conséquent, il est tout à fait normal que l'éducation à l'information et aux médias occupe une place importante dans le système éducatif. D'autant plus qu'ici, les enjeux, ils sont à la fois sociétaux, mais ils sont aussi éducatifs. Aujourd'hui, dans le contexte dans lequel on est, des questions relatives aux fake news, le fait également de pouvoir renforcer les capacités d'autonomie des individus, sont des questions importantes et tout ça effectivement influencé par l'éducation à l'information et aux médias. Maintenant, si on prend plutôt les questions éducatives, aujourd'hui, les principaux défis auxquels nos pays sont confrontés, c'est les questions liées à l'inclusion, liées au financement, liées à la qualité pédagogique. Et toutes ces questions aussi sont impactées par l'éducation à l'information et aux médias. Je prendrai un exemple, par exemple, si on prend la question des, de la réforme des contenus et des programmes. Aujourd'hui, il est clair que le fait d'introduire l'éducation à l'information et aux médias permet justement de renforcer les compétences par rapport au XXIe siècle, que ce soit l'esprit critique, que ce soit la capacité à résoudre des problèmes. Effectivement, c'est des questions qui sont au centre des politiques et des stratégies mises en œuvre au sein de nos différents pays. Maintenant, il est vrai qu'il y a encore beaucoup d'efforts à faire pour qu'effectivement ces questions soient au centre de nos systèmes éducatifs. Et qu'en est-il de l'essence même de l'initiative Rocaré? Oui, le Rocaré est un réseau de chercheurs et de praticiens en éducation qui unit des personnes issues de 17 pays, de toutes les régions du continent africain, du centre et de l'Est. Et il y a plus de 700 chercheurs et praticiens qui font partie de ces réseaux. Et le Rocaré, justement, a fait partie des premiers réseaux qui ont eu à travailler depuis les années 80 sur les questions liées à l'accès à l'information et à l'éducation aux médias. Monsieur Dia, merci pour cet éclairage. Chers panélistes, réfléchissons sur l'importance de l'intégration de l'éducation aux médias et à l'information dans les programmes et sur les défis qui y sont liés. Effectivement, je pense qu'il est indéniable de nos jours d'intégrer effectivement cette éducation aux médias et à l'information dans les programmes pédagogiques et ce, dès les premiers niveaux en fait, dès le primaire. Je pense qu'il est très important de pouvoir mettre en place des modules ou des heures de formation dans la semaine qui sont vraiment dédiées aux médias, à l'information et à l'impact des médias sur la vie de tous les jours. Et justement, de pouvoir faire le distinguo entre, monsieur en parlait tout à l'heure, les fake news et de pouvoir justement discipliner la personne, les étudiants, les élèves par rapport à cette éducation des médias et l'accès à l'information. Monsieur Niane? Oui, je rebondis un peu sur l'accès à l'information parce que je pense qu'aujourd'hui, quand on parle d'éducation, c'est déjà l'accès et quand on aborde la question de l'accès également, c'est la question de l'infrastructure
comment les jeunes ou bien ces acteurs-là peuvent avoir accès à une certaine information, sachant qu'aujourd'hui, il ne faut pas laisser cette petite souche, cette petite partie des apprenants qui sont un peu loin de l'environnement éducatif à pouvoir ne pas avoir accès à ces informations-là. Et c'est pourquoi même quand on parle de l'accès, il faut aussi réduire ces coûts d'accès concernant l'enseignement en général. Merci Monsieur Niane. Monsieur Dia, vous avez participé à plusieurs recherches collaboratives et études pour des institutions nationales et internationales. Comment percevez-vous l'intégration des EdTech dans nos systèmes éducatifs et quelle est votre analyse de la coopération régionale portant sur la transformation numérique et digitale de l'éducation ? Oui, concernant l'intégration des EdTech, c'est vrai que le bilan est un peu mitigé. Il y a des domaines dans lesquels on a quand même fait beaucoup de progrès et même pour lesquels on est quasiment à la pointe. Je prends le cas de l'enseignement en ligne, notamment au niveau du supérieur. Aujourd'hui, dans beaucoup de pays de la sous-région, il y a des universités numériques qui ont été mises en place, qui fonctionnent et qui arrivent justement à avoir de gros effectifs. Ce qu'effectivement d'autres pays dans le monde arrivent difficilement à faire. Je prends également la question du basculement vers des modèles hybrides. Aujourd'hui, beaucoup de nos universités dans la sous-région ont basculé dans ces modèles justement où on profite à la fois des avantages de l'enseignement en ligne et de l'enseignement présentiel. Et je crois que de ce point de vue-là, par rapport à l'enseignement supérieur, de gros progrès ont été faits. Maintenant, là où il y a peut-être encore du chemin à faire, c'est peut-être par rapport au niveau inférieur, notamment au niveau de l'éducation primaire, au niveau de l'éducation secondaire. C'est vrai que le numérique n'est pas encore très intégré dans les dispositifs. Il y a aussi un autre point qui me semble très important, c'est la question de la production des contenus. Nous continuons quand même à consommer beaucoup de ressources, n'est-ce pas, qui sont produites ailleurs. Et je crois également qu'il y a un véritable enjeu par rapport à cette question de pouvoir justement, non pas seulement des consommateurs de contenu, mais également des producteurs de contenu et même des exportateurs de contenu. Parce qu'également, il faut le dire, il y a un gros marché mondial autour des ressources pédagogiques. De grosses structures sont en train de se mettre en place pour capter cette part du marché mondial. Et il faudrait aussi que nous aussi, qu'on puisse capter une bonne part de ce marché mondial-là. À présent, individuellement, au travers de vos expériences respectives, comment percevez-vous l'intégration des contenus EdTech dans nos systèmes éducatifs? Que constatez-vous particulièrement dans la région UEMOA? Effectivement, je pense qu'il est indéniable de nos jours de pouvoir intégrer les contenus médias liés aux médias, à l'éducation aux médias et aux informations et à l'information à travers les cursus pédagogiques. Monsieur Niane? Oui, je pense que c'est déjà une bonne stratégie parce que sachant qu'aujourd'hui on est dans un monde qui évolue, on a une nouvelle génération également de jeunes qui adoptent un peu tout ce qui est outils pédagogiques, que ce soit les écrans et tout. Donc je pense que c'est bien de les accompagner dans ce sens-là pour qu'ils puissent apprendre les cours liés au EdTech. Monsieur Dia, vous êtes l'auteur de plusieurs articles scientifiques portant sur le financement de l'éducation, la recherche et l'innovation et le numérique éducatif. Dans le cadre de vos travaux, quelle est la place de la lutte contre l'inhabilité numérique et le contrôle des informations et leur suivi dans nos systèmes éducatifs? Oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de travaux qui ont été consacrés à cette question. Et tout de parler de mes travaux personnels, je parlerai peut-être des résultats globaux de la recherche sur ces deux questions. Il est vrai qu'aujourd'hui, par exemple, on se rend compte que les ressources en tout cas qui sont consacrées à ces questions sont relativement insuffisantes dans les pays de l'UEMOA pour les raisons que vous connaissez, notamment l'insuffisance des financements, également le fait qu'on n'a pas encore suffisamment réformé les contenus. Mais ce qui est sûr et certain, c'est qu'on sait qu'il y a de gros enjeux derrière, ne serait-ce que du point de vue de l'insertion des étudiants ou des apprenants, également de la qualité des apprentissages et même sur les questions liées à l'entrepreneuriat, parce qu'on sait encore une fois que toutes ces questions sont influencées par, disons, l'accès à l'information. Évidemment, l'accès à l'information aussi est impacté par, disons, l'éducation à l'information et aux médias. Et donc, effectivement, je crois que de ce point de vue-là, les résultats de la recherche sont assez significatifs. Maintenant, c'est la volonté politique qui doit rejoindre ces résultats pour justement avoir des politiques et des stratégies qui soient en conformité avec les enjeux et les exigences du moment. Monsieur Dia, merci d'avoir partagé avec nous votre expérience et votre expertise sur cette thématique. Et nous poursuivons cette discussion avec Madame Harris. On va se focaliser maintenant sur les actions entreprises par Néoline. Madame Harris, vous avez déployé une plateforme en ligne offrant des formations diplômantes et des programmes de haute qualité. Quelle importance accordez-vous à l'éducation aux médias et à l'information dans votre accompagnement ?
Oui, merci. Effectivement, chez Néoline, on a conçu une plateforme de formation qui permet de former. C'est une plateforme all-in-one qui permet de former, de certifier sur des certifications internationales et d'insérer nos apprenants. Donc, on sécurise le parcours pour l'apprenant, donc formation, insertion, certification. Et je ne pense pas me tromper en disant que de nos jours, nous vivons dans l'ère du numérique et que les réseaux sociaux prennent une place très importante, et les médias et l'information prennent une place très importante dans la vie de nos apprenants. Donc nous mettons en fait en place des cursus de formation où nous éduquons entre guillemets nos apprenants à faire la part des choses entre la bonne information, l'information, les fake news comme on en parlait tout à l'heure, et à pouvoir développer un certain esprit critique face à l'information qu'ils perçoivent, qu'ils boivent tous les jours, et de pouvoir justement, au cours de leur vie de tous les jours, au quotidien, de pouvoir effectivement faire la part des choses, mais aussi dans les contenus que nous proposons et les exercices, puisque nous sommes quasiment à 80% de pratique dans nos contenus pédagogiques, nous poussons l'apprenant à pouvoir justement prendre du recul face à l'information qu'il reçoit, la prendre dans son ensemble et pouvoir justement développer son esprit critique et à peser le vrai du faux. Messieurs, à présent, quel regard portez-vous sur l'émergence de ces plateformes EdTech dans notre région UEMOA? Je pense qu'on n'arrête pas la mer avec ses bras et donc à mon avis de plus en plus l'éducation se fera via ces plateformes. Maintenant il appartient aux acteurs justement de suivre les évolutions et de pouvoir justement intégrer cette technologie dans les pratiques pédagogiques. Et je crois aussi que si on regarde un peu les jeunes générations, je crois que de plus en plus, ces jeunes auront du mal à apprendre justement en dehors de ces plateformes. Parce qu'au fond, c'est ça leur quotidien. Et je crois effectivement que si vous regardez d'ailleurs, le monde a beaucoup changé. Si vous comparez les hôpitaux du siècle dernier et ceux de ce siècle, ça n'a rien à voir. Si vous comparez les environnements dans lesquels on vit, ça n'a absolument rien à voir. Mais l'école reste quand même, pour l'essentiel, entre quatre murs dans une salle de classe. Et je crois effectivement qu'il y a de gros défis. Si effectivement nos systèmes n'évoluent pas, ça signifie qu'en réalité, nos jeunes n'apprendront plus à l'école. Et ça se voit même dans certaines écoles où on voit un enfant qui peut te dire 2 plus 2 égale 4, mais qui n'arrive pas à écrire 2 plus 2 égale 4. Ça veut dire qu'il y a une différence entre la compréhension de l'enfant, mais surtout la différence entre l'éducation, ce qu'on donne à l'école, parce que c'est en quelque sorte une intelligence qui est supérieure au professeur ou bien un élève qui vient en classe pour pouvoir suivre un cours et ne pas comprendre ce que le professeur est en train de dire, mais mettez ce jeune étudiant ou élève une tablette, etc. On voit qu'il y a une évolution même de son expérience, de la compréhension même des outils pédagogiques. Donc moi je pense qu'aujourd'hui c'est une très bonne initiative au niveau de l'UEMOA de pouvoir en quelque sorte regrouper toutes ces informations-là, mais encore une fois il faudrait revoir l'accès et la fourniture de ces outils pédagogiques. En effet, paramétrer les contenus EdTech en fonction du profil des apprenants, ça serait déjà une solution parce que chacun est différent, chacun a son niveau d'apprentissage. En parlant donc d'expérience d'apprentissage, Madame Harris, quelles initiatives ou partenariats Néoline a-t-il mis en place pour lutter contre l'inhabilité numérique chez les apprenants ? Alors, ce qui est important de savoir, c'est que chez Néoline, on met en place, au démarrage du cursus de l'apprenant, un test de positionnement qui permet de cibler les lacunes que l'apprenant rencontre dès le démarrage. Donc, à partir de là, on met en place un parcours individuel qui est axé sur les difficultés de l'apprenant afin qu'il permette de lever ces difficultés de manière à ce qu'il puisse suivre son parcours pédagogique dans de meilleures conditions. Et pour cela, l'intelligence artificielle, effectivement, on en parlait tout à l'heure, est un outil qui est très important. Ça a ses limites, bien sûr, mais c'est un outil qui nous permet d'individualiser les parcours des apprenants. Après, bien sûr, une fois que nous avons ciblé ces difficultés, nous mettons en place aussi des bootcamps ou des ateliers pédagogiques liés à l'outil informatique, liés aux outils bureautiques, rédiger les logiciels Word, Excel, etc. Ce qu'on remarque aujourd'hui, c'est que si on met un jeune face
à un ordinateur pour justement rédiger une lettre ou autre sur un document Word, il aura beaucoup plus de difficultés, alors que si vous lui tendez un téléphone portable, il n'aura aucune difficulté à aller sur son mail, télécharger une pièce jointe, l'envoyer ou envoyer une photo à son ami via les réseaux sociaux, etc. Donc il est important aussi d'éduquer nos élèves, nos apprenants, à l'outil informatique, puisque c'est aussi un outil d'éducation. C'est important aussi de sensibiliser les apprenants à la cybersécurité. C'est effectivement, quand on parle de numérique, il y a toujours le revers de la médaille, la cybersécurité, et de les sensibiliser aussi sur le droit à l'image, la propriété intellectuelle. Je n'ai pas le droit de prendre la photo d'une amie et de la mettre sur les réseaux sociaux à son insu. Donc ça, c'est aussi important de pouvoir éduquer nos élèves, nos enfants, à tous ces principes-là. Comment mieux sensibiliser les enseignants et les apprenants sur la nécessité de renforcer leurs compétences numériques ? Oui, je pense que pour les apprenants, en fait, la question ne se pose pas parce qu'eux, ils sont demandeurs. Hein, donc, c'est un peu les victimes et en réalité, je pense qu'ils sont demandeurs de cela. Maintenant, pour les enseignants, je pense qu'il faut les sensibiliser parce que là aussi, il est important que les enseignants aussi soient formés sur ces questions liées au numérique, aux médias et qu'ils puissent à leur tour maintenant former justement les apprenants. Et donc je crois qu'à ce niveau-là aussi, il faudra revoir peut-être les modèles de formation des enseignants, ne pas seulement mettre l'accent sur les questions pédagogiques, mais l'accent également sur leur capacité justement à utiliser les outils du numérique et aussi à amener les apprenants à être également aussi des utilisateurs. Monsieur Niane ? Oui, je pense que si aujourd'hui on arrive à un stade où l'apprenant est plus fort en matière de technologie avec ces outils que l'enseignant, ça pose un sérieux problème. Donc d'où la formation de M. Dia, il faudrait former ces enseignants-là, parce qu'on remarque par exemple dans beaucoup de pays africains, c'est le contraire, où l'enseignant des fois a des difficultés même pour s'exprimer devant l'étudiant ou l'élève qui maîtrise mieux que lui ces outils-là. Donc je pense qu'au-delà même de cela, il faut une formation, mais il faut aussi trouver ce cadre-là pour mettre tout ce qu'il faut pour suivre l'élève ou bien l'étudiant qui est en train de faire une formation. Et avec ça, je pense que ça peut améliorer l'apprentissage au niveau de l'éducation. Justement, parlons des contenus de formation. Madame Harris, quelle stratégie utilisez-vous pour garantir l'intégrité des contenus pédagogiques proposés sur votre plateforme ? Alors, sur notre plateforme, ce sont nos experts qui rédigent les contenus pédagogiques et il faut savoir que nous avons des critères de sélection très rigoureux. Donc, nous sélectionnons nos experts rédacteurs, entre guillemets, avec des critères très rigoureux. Nous avons une grille de sélection et nous faisons signer une charte qualité effectivement à chaque formateur expert avant le démarrage de la rédaction. On lui fait signer aussi un contrat d'auteur et on le sensibilise bien sûr au plagiat et aux différents critères pédagogiques que nous souhaitons qu'il mette en place à travers ces contenus. Et il est très important aussi d'être vigilant sur la formation continue des formateurs experts que nous mettons donc avec qui nous traitons, puisqu'effectivement, surtout dans les sujets et les contenus que nous demandons quand il s'agit d'une particularité notamment technique liée surtout à l'informatique ou à l'IT qui se développe constamment, il est important que nos formateurs soient à jour de leurs connaissances à travers leur formation tout au long de la vie en fait. Voilà. Merci Madame Harris d'avoir apporté un éclairage précis sur les programmes proposés par Néoline. Monsieur Niagne, en parlant de programmes, vous en avez développé. Ils sont dédiés à l'acquisition de compétences numériques. Alors, quelle stratégie avez-vous mise en place pour former efficacement les enseignants et les apprenants aux outils numériques et à l'éducation aux médias et à l'information ? Alors, différemment peut-être par rapport à mes deux invités, je pense qu'au niveau de notre structure, l'idée n'était pas de se formaliser comme le suivi des profils, mais l'idée c'est de prendre des gens qui ont déjà des connaissances au niveau de l'outil informatique et de les former sous forme de modules. C'est-à-dire, on peut vous dire, vous avez envie de connaître comment on fait une stratégie digitale, comment on fait le marketing digital, comment en quelque sorte voir
les fake news, comment détecter les fake news ou bien la cybersécurité. Et à travers ce programme modulaire, donc on avait lancé un appel à candidature et à l'heure actuelle, nous sommes à environ, nous en avons à peu près 1500 qui sont déjà inscrits, mais on a juste formé 100. Pour vous dire que l'objectif, ce n'est pas de donner des certifications, mais c'est d'accompagner les jeunes à avoir des compétences par rapport à un domaine bien déterminé. Ça peut être le montage, la création de vidéos, comme je l'ai dit. Et après, maintenant, c'est des formations modulaires de 2 ou bien 3 à 4 heures de temps. Tout dépendra de la maîtrise du sujet. Et après, maintenant, c'est de leur dire allez-y, travailler ou bien chercher du travail, mais on n'assure pas l'insertion, et je pense que ça permet un peu d'accélérer et de renforcer cette formation qui manque souvent parce que la demande elle est tellement forte. Et je le note également, Social Netlink, avant tout, c'est un média d'information qui a duré plus de 10 ans et qui accompagne les entrepreneurs, l'écosystème en mettant en avant des projets. Donc on est parti de l'information, l'éducation à l'information, à un programme de formation qui, je l'espère, dans les années à venir, nous allons quitter Dakar pour aller dans les autres régions parce que les jeunes qui sont inscrits également sur la plateforme ont envie d'être formés. Et on veut en quelque sorte couper cette fracture numérique qui existe entre les jeunes qui sont ici et d'autres qui sont de l'autre côté. Et quand je dis de l'autre côté, c'est le jeune qui est à Fongolémie, qui n'arrive pas à travers, qui n'a même pas accès à l'outil pour pouvoir faire ses cours. Et ça, c'est un grand défi pour toutes les formations, que ce soit au niveau des universités, etc. Il faudrait qu'on adopte des stratégies pour permettre à d'autres jeunes, même si c'est des programmes délocalisés qui n'ont pas besoin d'Internet pour pouvoir donner la chance aux autres, je pense que ça serait une très bonne occasion. Selon vous, à l'échelle régionale, quels sont les autres défis majeurs dans la mise en œuvre de solutions contre l'électronisme et comment les surmonter, Monsieur Niane? Moi, je pense que déjà pour la langue, c'est une excellente question, une excellente réflexion, parce qu'on ne peut pas donner, par exemple, à un étudiant, former un étudiant qui ne parle pas bien le français ou l'anglais, des programmes qu'il ne maîtrise pas. Mais adopter un programme de formation en Wolof, par exemple, un jeune qui est caméraman, qui est monteur, qui est, je sais pas, un script, qui écrit des scénarios, mais vous ne pouvez pas pousser ce jeune-là à parler une langue qu'il ne maîtrise pas. Allez-y sur YouTube, demandez à ce jeune-là de voir comment, par exemple, on fait le montage d'une vidéo. Vous l'expliquez en français, il ne comprendra pas assez vite. Donc ça, c'est une barrière. Quels autres défis avez-vous identifiés et quelles solutions pour les surmonter, chers panélistes? Oui, je pense que sur la question des langues, aujourd'hui, l'IA offre des perspectives très intéressantes parce que bientôt, il sera possible de passer d'une langue à une autre sans aucune barrière. Et je crois aussi qu'il y a une autre barrière qui va être levée prochainement, c'est la question de l'analphabétisme. Bien vrai que ce n'est pas l'objet de l'émission de ce jour, mais je pense qu'aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de personnes qui n'ont pas accédé à des contenus parce qu'ils ne savent pas lire. Or, aujourd'hui, en passant justement du texte à la voix, effectivement, on permet de pouvoir accéder à des contenus, même s'ils sont écrits. Oui, effectivement, les défis majeurs de cette époque, de notre époque, c'est à la fois, on en a parlé, la fracture numérique, la fracture linguistique, je dirais. À côté, on a aussi des outils qui sont là, qui sont faits là pour nous faciliter la vie, comme par exemple l'intelligence artificielle, on en a parlé, les outils WhatsApp, vous en avez parlé. Mais ces outils ont aussi leur revers. Et moi, je m'interroge beaucoup sur l'utilisation de l'intelligence artificielle dans les contenus. On en a parlé tout à l'heure, mais je voulais quand même revenir sur un point. Parce qu'en donnant accès justement, en utilisant à profusion l'intelligence artificielle, je me pose la question de la place de l'humain en fait dans les contenus. Est-ce que justement l'intelligence artificielle ne déshumanise pas quelque part tous les contenus que l'on met à disposition de nos apprenants? Une bonne réflexion et allons dans ce sens, Monsieur Niane. Sur votre plateforme d'information Social Netlink, quelle est votre approche pour sensibiliser les utilisateurs aux bonnes pratiques en termes d'utilisation des outils numériques et digitaux? D'abord, c'est l'utilisation des données. Quand vous rentrez au niveau de la plateforme, on pousse les gens à lire ce qu'on appelle les CGI, les conditions générales d'utilisation, pour leur dire est-ce que vous pouvez accepter les cookies ou pas.
Donc oui, c'est les petits codes robots qui vous suivent encore des publicités online. Et l'idée également, c'est de créer du contenu, c'est-à-dire écrire des articles relatifs un peu à la protection de ces données-là, comment détecter, par exemple, si un article est un article de fake news, ou d'où vient la source, etc. Et on collabore même avec d'autres structures comme Africa Check qui nous permettent, en fait, qui nous donnent des conseils par rapport à cette stratégie, en fait. Merci pour cette participation, Monsieur Niane et Madame Harris. Monsieur Dia, merci pour vos réflexions, vos perspectives éclairées sur cette thématique, contenu EdTech et éducation aux médias et à l'information. Et nous arrivons au terme de cette émission, mais avant, le mot de la fin pour tous. Monsieur Dia. Oui, je pense qu'il faudra plus de technologie dans nos écoles, mais il faudra aussi plus de compétences pour une utilisation qui soit à la fois responsable et éthique de ces technologies-là. Continuons à démocratiser la formation et participons tous ensemble à l'insertion de nos jeunes. Plus de contenu local pour les jeunes, mais également pour tout le monde, parce que sans contenu, on ne peut pas parler d'éducation, on ne peut pas parler d'information ni des médias. Et c'est sur ces belles paroles optimistes que s'achève ce nouvel épisode des EdTech Monday UMOA au mois prochain. Et merci à tous.